Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La République en marche en ordre de bataille pour les élections européennes. Le parti présidentiel doit avoir pour tête de liste Nathalie Loiseau, la ministre dont on attend aujourd'hui la démission. Pascal Canfin, actuel directeur du WWF, serait lui numéro 2. Les réactions dans cette édition. Le bras de fer se poursuit entre le Sénat et l'exécutif à la suite de l'affaire Benalla. Crispation, véritable crise institutionnelle. Le Sénat agit-il en contre-pouvoir ou en tribunal politique? C'est l'objet de notre débat dans un instant. Enfin, quelle réforme prépare le gouvernement pour notre système de retraite? Faut-il toucher à l'âge légal de départ à la retraite? Agnès Buzyn dit oui, puis non. Jean-Paul Delevoye est lui catégorique, c'est non. Alors que l'exécutif peine à accorder ses violons, on en débat à 17h30. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Alexandre Poussard est dans la salle des conférences pour recueillir toutes les réactions des sénateurs. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais on prend tout d'abord la direction du Mans, où le bras de fer se poursuit entre la municipalité et les forains qui veulent continuer à travailler dans le centre-ville. La situation a dégénéré en échauffourée. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, dénonce, je le cite, une violence insurrectionnelle inacceptable. Adrien Develay. Les violences ont commencé dès 9h lundi matin. Massées près de la mairie du Mans, entre 300 et 500 personnes ont été repoussées par les gendarmes. La situation a alors rapidement dégénéré. Sur ces images, des manifestants, certains cagoulés, mettent le feu à une caravane qu'ils jettent en direction des forces de l'ordre. Dans un communiqué, le maire de la ville, Stéphane Le Foll, explique que la mairie a dû être évacuée. La mairie a dû être évacuée à nouveau, car elle est directement visée par les forains qui veulent tout détruire. Il n'y a plus aucun respect, ni des institutions, ni des personnes. Au terme d'une demi-heure de bataille rangée entre forains et gendarmes, la place de la mairie baignait dans une épaisse fumée. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, condamne les violences. Rien ne saurait justifier les exactions commises ce matin au Mans. Nos forces ont fait face, avec sang-froid, à des attaques d'une violence inouïe. Les forains ont également bloqué les voies de la gare et ralenti le trafic sur l'autoroute A11. Ils protestent contre une nouvelle implantation de leur manège hors du centre-ville. Un bilan provisoire fait état de moins un blessé à la jambe. Et on va tout de suite rejoindre au Mans Nadine Grelet-Certenay. Vous êtes sénatrice socialiste de la Sarthe et vous êtes par téléphone. Alors bonjour madame, quelle est la situation exactement actuellement au Mans? Alors la situation exactement au Mans, je ne peux pas vous dire là au moment précis parce que je ne suis pas sur les lieux précisément, mais si ce n'est qu'effectivement il y a eu des affrontements au niveau de la place des Jacobins puis au niveau de la mairie, etc. Vous connaissez le sujet, hein, les forains protestent contre le refus de la municipalité d'organiser la fête en centre-ville. Il y a eu une présence forcenée sur les rails, sur la gare ce midi. Là, à l'instant précis, il devait repartir, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, on sent bien qu'on est dans une situation un peu de blocage et que les compromis sont difficiles à trouver. Justement, comment est-ce que vous expliquez que la situation est ainsi dégénérée au Mans? On le sait, c'est pas d'aujourd'hui que le dossier est un petit peu tendu et que c'est compliqué, même si le maire du Mans vous en dira beaucoup plus que moi. Il est vrai que depuis quelques années, il était fait état des difficultés rencontrées à la présence de cette fête en plein centre-ville, avec les tensions, les conflits, les nuisances, les troubles que ça supposait et de la sécurité aussi au niveau du centre-ville et puis des riverains, etc. Donc c'est déjà un dossier qui était sur la table depuis quelques années et donc il avait été proposé effectivement d'aller sur le site du Panorama. Ça s'est produit. Manifestement, entre-temps, des manèges de plus grande importance se sont invités sur cette nouvelle place et donc qui pose maintenant des soucis de sécurité puisque c'est à proximité de l'aéroport qui se trouve lui-même à proximité des circuits des 24 heures du Mans. Donc c'est une zone assez sensible.
Donc les compromis que le maire du Mans a tout de même reçu en lien avec la préfecture, les représentants des forains. Le compromis n'a pas été trouvé pour le moment, même si... Oui, je vous entends très mal. Un lien entre cette situation et la situation nationale, la situation qui est assez insurrectionnelle, le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que l'un peut avoir aussi aidé à entraîner que le mouvement ait dégénéré? Sans doute, effectivement. Comme on est dans une expression très médiatisée, pour le coup aussi exacerbée de toute une frange de la population, pour X raisons, que ces violences, elles ont fini par transpercer avec, on le sait bien, certains manifestants, des casseurs, etc. Est-ce que ça a donné, est-ce que ça a mis aussi le feu un petit peu aux étincelles qui préexistaient? C'est pas impossible du tout. On est dans un mécontentement général, une insatisfaction très importante de toute une frange de la population, les plus précaires, on le sait, les plus fragiles. Les forains sont une population qui ont aussi un cadre de vie, des cultures un petit peu différentes. Donc ils ont envie d'être traités de façon digne. Mais maintenant, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver de compromis, même si toutefois il y a semble-t-il, une baisse importante de leurs revenus? Merci beaucoup, Nadine Grelet-Sartenay, pour votre réaction. Merci. En tout cas, bien évidemment, je pense très fortement à l'équipe du Mans, aux élus, aux équipes mobilisées et puis aux forces publiques. Et puis, on espère de tout cœur que quelque chose soit trouvé assez rapidement, quoi. Merci beaucoup pour votre réaction. Et tout de suite, on rejoint Alexandre Poussard. Vous êtes avec Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, toujours sur ce même sujet, sur ce caractère insurrectionnel des mouvements au Mans. Oui, Roger Carucci, votre réaction à ces violences dans le centre-ville du Mans, est-ce qu'on est dans un climat insurrectionnel aujourd'hui en France? Restons calmes. Depuis le temps qu'on dit qu'on est dans un climat insurrectionnel, la révolution elle aurait déjà dû être terminée. Non, en revanche, on est dans un climat d'insécurité et de violence. Pourquoi? Parce que le gouvernement a laissé faire à Notre-Dame-des-Landes, a laissé faire sur les dérapages des Gilets jaunes ou des Black Blocs, et donc il y a un sentiment permanent maintenant que c'est la violence qui permet d'obtenir. Et que la revendication classique, calme, silencieuse, ne permet plus. Donc là, on est dans un cycle un peu compliqué. Il faut d'abord que le gouvernement rétablisse l'ordre républicain, l'ordre public partout, en faisant comprendre que la violence n'obtiendra rien. Et après, qu'on ait peut-être une vision de la société un peu plus ouverte pour que, naturellement, il y ait des négociations classiques. Voilà, revenons autour de la table plutôt que sur les pavés. Autre sujet de l'actualité, un mot à propos de Geneviève de Nice, cette manifestante de 70 ans qui a été blessée samedi dernier lors des manifestations. Emmanuel Macron considère qu'elle n'avait pas vraiment grand-chose à faire là-bas dans ces manifestations. Est-ce qu'il a raison? Qu'elle n'ait pas grand-chose à faire là-bas, c'est une évidence, puisque la manifestation était interdite, le périmètre était interdit et tout le monde le savait. Donc, la dame, comme les autres manifestants, n'avait pas à être là ce jour-là, puisque la manifestation était interdite. Maintenant, est-ce qu'il était utile de rajouter des propos un peu comment dire, désagréables, voire un peu condescendants à l'égard de cette dame? Certainement pas. Mais enfin, ce qui est clair, c'est que quand une manifestation est interdite, il ne faut pas se dire, est-ce que oui ou non la police est dans son rôle d'interdire la manifestation? Elle est interdite, la police doit dégager les gens, point. Question sur les tensions entre le Sénat et le gouvernement. Après la décision du bureau du Sénat la semaine dernière dans l'affaire Benalla, le Premier ministre a boycotté la séance de questions d'actualité au Sénat. Le président de l'Assemblée a boycotté une visite à Lille avec Gérard Larcher. Est-ce qu'on est dans une crise institutionnelle? C'est plutôt tempête dans un verre d'eau. Je pense que le président de l'Assemblée a eu tort. Que le Premier ministre ait voulu marquer une mauvaise humeur entre le gouvernement et le Parlement, une fois et ne pas venir, très bien. Une fois. Pas de manière régulière. Je rappelle que la Constitution est la Constitution. Le gouvernement est à la disposition du Parlement, pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc il faut que les choses soient claires. Après que le président de l'Assemblée nationale se permette des commentaires sur le rôle du Sénat ou sur la défense des institutions, quand je vois ce qu'a été la farce de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, il est mal placé qu'il commence par redonner à l'Assemblée nationale son vrai rôle,
pas le rôle actuel qui consiste à accepter n'importe quoi sans véritable débat. Et après, on pourra en parler. Mais le Parlement, c'est le Parlement. Il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Il n'est pas là pour faire plaisir. Il n'est pas là pour chercher à nuire. Mais il est là pour faire et assurer son rôle, à la fois de législateur et de contrôle. Le Sénat remplit ce rôle. Ça peut ne pas plaire. Il peut y avoir débat après. Mais il ne faut pas en faire une montagne. Je pense que les relations vont s'apaiser, en tout cas vont redevenir normales. Très bien. Merci beaucoup Roger Carotti d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre et on vous retrouve tout au long de cette édition pour de nouvelles réactions de sénateurs. La République en marche, bientôt en ordre de bataille pour les élections européennes. Le parti présidentiel, donné premier des sondages, devrait avoir pour tête de liste Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes qui doit démissionner ce soir. Pascal Canfin, actuel directeur du WWF, serait lui numéro 2. Il vient d'ailleurs d'annoncer son départ de l'organisation. Explication, Adrien Develay. Ce sera donc bien Nathalie Loiseau. Après plusieurs semaines d'hésitation, sa désignation devrait être entérinée lundi soir. Avec elle, une trentaine d'autres candidats sur la liste La République En Marche. Et parmi eux, Pascal Canfin, le président du WWF. Pascal Canfin qui avait refusé le poste de ministre de l'Environnement suite au départ de Nicolas Hulot. Ces désignations viennent boucler l'annonce des têtes de liste. Le duel des européennes devrait se jouer entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national, respectivement à 23 et 22% des voix. En troisième position dans les sondages, les Républicains se sont quant à eux choisi un directeur de campagne. Geoffroy Didier dirigera la liste menée par François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean. À gauche, la liste de la France Insoumise de Manon Aubry à 8% dépasse de peu l'alliance formée par le Parti Socialiste et le mouvement de l'essayiste Raphaël Glucksmann, crédité, elle, de 7% des voix. 7%, c'est aussi le score que ferait la liste des Verts conduite par Yannick Jadot, qui a annoncé une alliance avec des régionalistes. À l'instar de Nathalie Loiseau comme tête de liste LREM, les principales formations politiques ont choisi des personnalités nouvelles pour conduire la bataille des européennes. Les partis ont jusqu'au 3 mai pour finaliser leur liste. Et tout de suite sur cette même thématique, on rejoint Alexandre Poussard. Vous êtes avec Sophie Taillé-Polian, sénatrice Génération du Val-de-Marne. Oui, Sophie Taillé-Polian, que pensez-vous de la candidature de Nathalie Loiseau pour mener la liste La République En Marche aux élections européennes ? Je crois que Nathalie Loiseau, elle incarne parfaitement le pouvoir technocratique que nous avons en face de nous, assez autiste. Elle incarne aussi l'échec d'Emmanuel Macron dans ses tentatives de donner une nouvelle ère à l'Europe, puisque c'est elle qui est ministre actuellement des Affaires européennes. Puis elle incarne aussi une vision de l'Europe qui n'est pas une vision d'une Europe humaniste, d'une Europe à l'écoute de ce qui se passe au niveau international. Je me souviens très bien ici même lorsqu'elle parlait du shopping de l'asile. Quand on pense aux gens qui traversent les océans au péril de leur vie, je crois que c'est vraiment pas digne. Donc elle incarne l'Europe et la Macronie parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez du bilan d'Emmanuel Macron en termes de politique européenne ? Il a été un peu en avant-garde dans les propositions au niveau de l'Europe. Écoutez, je ne sais pas s'il a été à l'avant-garde dans les propositions, mais on voit bien que sa stratégie ne fonctionne pas, puisqu'il parie tout sur l'alliance avec l'Allemagne, et qu'à peine sa grande tribune, qu'on nous promettait être une grande avancée, parue, la nouvelle responsable de la CDU en Allemagne l'a remis à sa place en disant que ce n'était pas des propositions qu'on pouvait prendre au sérieux. Donc écoutez, je crois que sa stratégie, elle n'existe pas. Elle ne représente pas une réelle solution pour sortir de l'Europe de l'ornière dans laquelle elle est, et qu'il ne peut pas non plus représenter une véritable alternative face à ce qu'il dénonce comme étant l'extrême, notamment l'extrême droite, parce que sa solution à lui, qui est la solution libérale, elle ne répond pas aux problèmes des peuples et aux problèmes des citoyens et des citoyennes. Alors parlons un peu de la gauche dans ces élections européennes. Vous soutenez la liste de votre mouvement Génération qui est menée par Benoît Hamon et pour l'instant, elle peine à décoller un peu dans les sondages. Oh, écoutez, la campagne électorale n'a même pas encore commencé. Peut-être aussi que si notamment le service public donnait toute sa place à notre mouvement sur les ondes, et notamment je pense au fait que France 2 n'ait pas invité Benoît Hamon à son débat le 4 avril, cela changerait peut-être. Mais par contre, je note avec une certaine déception pour le service public que les chaînes de TF1, elles, invitent Benoît Hamon. La campagne ne fait que commencer. Je pense que les gens vont être attentifs aux idées et je crois que de ce point de vue-là, et Génération et Benoît Hamon, ça va être à la fois réaliste et novateur. Est-ce qu'il y a un problème quand même d'éparpillement des candidatures de gauche lors de ces élections européennes ? Un candidat Génération, France Insoumise, communiste, socialiste ? Écoutez, évidemment, on ne peut que regretter l'éparpillement de la gauche. Nous avions proposé une votation citoyenne pour permettre à la fois d'éviter l'éparpillement, mais aussi d'avoir les débats fondamentaux qu'il nous faut avoir pour savoir quel projet pour l'Europe nous voulons et quelle stratégie nous voulons.
Ça a été refusé par les partis, il y a eu des préférences pour des petits arrangements. Bon, c'est dommage. Maintenant, il faut que les électeurs et les électrices se renseignent, s'intéressent, je dirais, soient toutes oreilles ouvertes pour bien avoir en tête les propositions de chacun. Et je pense qu'à ce niveau-là, le mouvement Génération et Benoît Hamon tout particulièrement ont beaucoup apporté à la gauche ces derniers temps. On se souvient très bien des propositions comme le revenu universel qui, on le voit, on en parle aujourd'hui, alors que tout le monde disait que c'était irréaliste. Non, ce sont des propositions réalistes qu'il faut vraiment prendre au sérieux et c'est celles que nous amenons, réalistes et novatrices. Très bien. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à mes questions. Et merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. Et puis, place au bras de fer qui oppose le Sénat et l'exécutif. Après la décision de la Chambre haute de transmettre à la justice les cas de 3 hauts responsables de l'Élysée, comme le demandait la commission d'enquête Benalla, le président de l'Assemblée nationale a annulé un déplacement commun qui devait se tenir vendredi aux côtés de Gérard Larcher. Le président du Sénat a néanmoins maintenu sa conférence à Lille. Quentin Calment et Jonathan Dupriez l'ont suivi. Reportage. Ce déplacement, ce devait être l'occasion de célébrer le bicamérisme. La première fois que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale se rendaient ensemble en région. Mais dans le train qui file vers le nord, Gérard Larcher est seul. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre TGV Inouï à destination de l'île Flandre. La veille, Richard Ferrand a décidé d'annuler sa participation au déplacement. Dans un communiqué, il dénonce la décision du bureau du Sénat, vécue comme un acte politicien. Il estime que ce choix empêche, je cite, la tenue de ce débat républicain avec des étudiants, considérant que l'on ne peut simultanément abaisser et promouvoir le Parlement. En coulisses, ce communiqué a provoqué la colère de Gérard Larcher. Mais ce jour-là, pour le président du Sénat, il s'agit de calmer le jeu. Le propre des crispations, c'est d'être en capacité de tenir son cap, c'est comme en marine, vous savez. Donc quand il y a un peu plus de vent, on adapte. Mais je crois qu'on a une mission et les crispations, c'est une chose. Sortir de la crise dans laquelle notre pays nécessite qu'on soit en capacité, dans le respect de nos différences, de nos missions, d'essayer de tracer un moment, un cap ensemble. Gérard Larcher veut donc jouer l'apaisement après les attaques des parlementaires En Marche et de l'exécutif. Face aux étudiants en sciences politiques de Lille, le président évoque la mission de contrôle du Parlement, l'importance de la proximité des élus et même les bienfaits du cumul des mandats. Pendant près de 2 heures, les étudiants évitent soigneusement les questions sur l'affaire Benalla ou sur la décision du bureau du Sénat. Mais interrogé par les journalistes, Gérard Larcher assume la décision prise la veille. Je peux vous assurer que l'approche qui a été celle du bureau n'a pas été une approche politicienne, n'a pas été une approche politique, que nous respectons l'expression des uns et des autres, mais que tout simplement, il fallait respecter l'ordonnance de 58, en tirer les conséquences sereinement, tranquillement. Vous avez touché 3 membres proches d'Emmanuel Macron, c'est une déclaration de guerre? Pas du tout. C'est tout simplement un fonctionnement normal du contrôle. Le Sénat exerce uniquement ses missions constitutionnelles. D'ailleurs, je n'ai pas entendu que nous n'ayons pas respecté la Constitution. Qu'avez-vous à dire à la majorité qui dit que le Sénat fait un spectacle démocratique? Eh bien, je leur souhaite de donner un spectacle du même niveau. Et je le dis sérieusement. Je ne suis pas au spectacle. Je suis dans une responsabilité qui est de présider une des assemblées du Parlement. Et en ces temps de doute sur la démocratie, il faut faire attention aux mots qu'il utilise. Un déplacement face aux étudiants où la tension avec la majorité En Marche était présente dans l'esprit de chacun. Mais pour autant, Gérard Larcher parle déjà de reproduire ce type de rencontre avec cette fois son homologue de l'Assemblée nationale. Alors, crispation ou véritable crise institutionnelle, le Sénat agit-il en contre-pouvoir ou en tribunal politique? Et quid de la révision constitutionnelle? C'est l'objet du premier débat de Sénat 360. Et pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabine Janssen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en histoire au Conservatoire national des arts et métiers, vice-présidente du comité d'histoire parlementaire et politique. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Également sur ce plateau, Philippe Dallier. Bonjour. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat.
Et enfin, également sur ce plateau, Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Vous êtes également membre de la Commission des affaires économiques. Et nous allons commencer tout de suite avec vous, Philippe Dallier. On a entendu lors de ce sujet Gérard Larcher qui assume sa décision, mais qui relativise tout de même la crise avec l'exécutif. Mais la crise, elle est là tout de même. On est à un niveau de tension très élevé entre le Sénat et l'exécutif. La crise est là, écoutez, nous verrons. Il y a eu une poussée de tension, une poussée de fièvre jeudi dernier. Nous verrons ce qu'il en sera dans les jours qui viennent. Moi, je regrette, tout comme le président du Sénat, les mots qui ont été employés par certains. Franchement, je pense que beaucoup ont parlé sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils disaient tout d'abord. Vous pensez à quel mot? Au mot de la République En Marche? Écoutez, certains députés de la République En Marche, je crois que M. Houllier a dit qu'il faudrait traiter le sujet du Sénat. Enfin, c'est incroyable. Je pense il évoquait la prochaine réforme constitutionnelle. Oui. Comme si on pouvait une forme imaginer... de menace à l'égard du Sénat oui, à la suite de l'affaire Benalla. Mais c'est quand même assez grave, ce genre de comportement. Bon, on verra si la poussée de fièvre se poursuit. Moi, je pense que le Sénat et le bureau du Sénat a pris ses responsabilités. Il l'a fait en toute indépendance. Il a pris une décision au regard du droit et seulement du droit. C'est mal ressenti, c'est mal interprété. Peu importe. En tous les cas, nous avons fait ce que nous avions à faire. Xavier Iacovelli, le droit, seulement le droit. On avait entendu d'ailleurs Gérard Larcher qui avait averti que c'était vraiment là la ligne du bureau du Sénat. Mais par ailleurs, il faut dire que déjuger la commission d'enquête, ça aurait été catastrophique au niveau de l'image aussi du Sénat de ne pas aller jusqu'au bout. Mais au-delà de ce qu'aurait pu faire le bureau et donc ce qui était catastrophique, moi je trouve que ce qui est catastrophique, c'est l'image aujourd'hui de la majorité présidentielle. La République, c'est pas une cour d'école. Quand je vois le Premier ministre boycotter les questions au gouvernement parce que le Sénat a rendu une décision qui n'allait pas dans leur sens, quand je vois le président de l'Assemblée nationale qui boude et ne va pas à Lille devant les étudiants justement pour défendre ces mêmes institutions, et donc la Constitution, enfin je veux dire c'est dans la Constitution, le Sénat n'a pas été plus loin que ses prérogatives et la commission d'enquête a simplement demandé au bureau de pouvoir décider ou pas de transmettre au parquet, ce que la Constitution permet, et en l'occurrence... oui, vous relativisez aussi. Oui. C'est la justice qui prendra ensuite sa décision. Bien sûr, et c'est du coup la séparation des pouvoirs est bien prégnante dans cette histoire, et donc nous on respecte la séparation des pouvoirs. Et on aimerait que l'exécutif fasse de même. Sabine Janssen, si on tente de prendre un petit peu de recul, est-ce que vous jugez tout d'abord que ce niveau de crispation est inédit, ce niveau de crispation entre l'exécutif et le Sénat? Il y a une longue histoire quand même de bras de fer entre l'exécutif et le Sénat. Pensons à la période gaulienne. Rappelons 1969, le général de Gaulle. 1962 et 1969, le Premier ministre Georges Pompidou n'assistait pas justement aux séances par mesure du Sénat, par mesure de rétention. Donc ça n'est pas... Puis il y a Lionel Jospin qui avait parlé d'anomalie parmi les démocraties. Enfin, voilà, il y en a eu. Anomalie démocratique, alors c'est un peu l'ironie de l'histoire, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'au contraire, le Sénat finalement joue un rôle de contre-pouvoir qui est, c'est vrai, celui qui est dévolu par la Constitution, par l'article 24. Il doit contrôler l'action du gouvernement, pas seulement voter la loi. Alors naturellement, il ne faut pas être naïf, il le fait aussi dans un contexte qui est difficile pour la majorité. Il utilise les faiblesses de la majorité, et ça on ne peut pas le lui reprocher. Il y a bien qu'Aurore Berger pour nous dire que le Sénat ne fait pas de politique. Il fait de la politique, et heureusement. Philippe Dallier, dans ce cas précis, certes, le Sénat est dans une relation houleuse avec l'exécutif, mais ça ne date pas d'hier. Depuis le début du quinquennat, les relations sont tout de même difficiles, et ce n'est pas seulement dû à l'affaire Benalla. Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez difficile. On pourrait regarder les votes du Sénat, par exemple. On peut quand même constater qu'il y a un certain nombre de textes sur lesquels le Sénat et l'Assemblée nationale ont trouvé un accord. Il y a des moments où ça n'est pas possible, mais ça n'est pas un drame. La Constitution prévoit tous ces cas de figure. Donc le Sénat a toujours été... on essaie de travailler de manière constructive. Il y a des moments où on peut se mettre d'accord, d'autres où on ne peut pas se mettre d'accord. Mais ça n'est pas un drame en soi. Je crois qu'il faut sortir un peu de cette volonté de dramatiser. Je pense que sur le fond du sujet, la majorité présidentielle et les députés de La République En Marche et le gouvernement étaient très mal à l'aise. Parce que cette affaire Benalla, depuis le départ, elle a été gérée n'importe comment. Et j'ai entendu M. Sébastien Griveaux s'exprimer en février, au moment où la commission des lois a rendu son rapport. Il a dit le gouvernement, point par point, répondra aux erreurs du Sénat. Un mois plus tard, il n'a strictement rien dit.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a strictement rien à dire. Et c'est bien pour ça que le Sénat a tout naturellement suivi la proposition, à quelque chose près, suivi la proposition de la Commission des lois et que nous avons transmis au parquet comme c'était notre devoir de le faire. Je vais vous faire réagir dans un instant, Xavier Iacovelli. Mais tout d'abord, je vous propose de voir justement une des interventions d'un porte-parole bis du gouvernement, non pas Benjamin Griveaux, mais Gabriel Attal, qui est beaucoup intervenu ce week-end et qui a largement attaqué justement le Sénat. On l'écoute. Je dis que c'est pas au niveau, on prend les institutions et la Constitution comme un espèce de plateau de jeu et on engage une sorte de bataille navale ou de toucher-couler avec l'exécutif. Qui peut considérer que c'est au niveau? C'est pas ce qu'on attend. Aujourd'hui, le gouvernement, il est engagé dans le grand débat pour répondre aux attentes des Français. L'Assemblée nationale, elle examine la loi santé pour très concrètement répondre aux problèmes de santé des Français. Et le Sénat, il est embourbé dans cette espèce d'instrumentalisation politicienne qui objectivement n'est pas au niveau. Et j'accueille également sur ce plateau Charlotte Euzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en communication politique au cabinet Tilder. Justement, que pensez-vous de cette offensive de l'exécutif sur ce week-end, justement à la suite de ce bras de fer entre l'exécutif et le Sénat? Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la façon dont on traite ce sujet depuis quelques jours, à la fois politiquement et médiatiquement, est bien la preuve que plus personne ne sait vraiment ce qu'est une opposition dans ce pays. On a été habitué depuis 2 ans à une présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron qui a concentré l'ensemble des pouvoirs. Là, le Sénat monte au front, joue clairement le jeu d'une assemblée, la seule qui ait résisté à la vague macroniste en 2017. Et on est dans un jeu institutionnel tout à fait mature et logique. Et pourtant, l'ensemble du débat public semble s'insurger. Alors justement, Sabine Janssen, est-ce que c'est un manque de maturité pour vous de l'exécutif qui se manifeste dans cette situation? Je pense qu'il y a toujours la tentation pour l'exécutif, surtout quand il est, je dirais qu'il dispose d'une telle majorité, d'en abuser et de ne pas tolérer qu'il y ait d'opposition. Le Sénat a 2 atouts majeurs. C'est que d'une part, il ne peut pas être dissous et que d'autre part, son calendrier électoral est déconnecté de l'élection présidentielle. Donc c'est vrai que ça lui permet de jouer un vrai rôle de contre-pouvoir et je crois qu'effectivement, il faut s'en féliciter. Voilà, même si ça ne fait pas plaisir à l'actuelle majorité. Il y a, si vous voulez, aussi un petit peu là, un jeu politique qui ne me paraît pas dramatique. Xavier Iacovelli, peut-être sur l'indépendance, le contre-pouvoir que manifeste là le Sénat, puis on entend l'exécutif qui dit non, c'est un tribunal politique, ils abusent d'un pouvoir politique. Écoutez, moi je voulais juste dire 2 choses sur l'indépendance. Premièrement, toutes les auditions de la commission d'enquête étaient publiques, filmées. Donc les Français ont pu se rendre compte au quotidien de l'évolution aussi des déclarations et des faux témoignages qui ont été avérés dans le rapport ensuite. Donc en fait, tout était public. Donc il n'y a d'ailleurs eu aucune affirmation, aucun démenti des partis lorsque le rapport a été publié. Donc on voit bien que là, c'est uniquement de la communication pour préserver et attaquer le Sénat en vue effectivement d'une révision potentielle, une révision constitutionnelle. Après, moi, ce que je vois aussi auprès des Français, moi je suis souvent sur le terrain, comme beaucoup d'entre nous, parce que nous, on a encore gardé dans notre ADN le fait d'être des élus de terrain. Moi, je reçois aussi beaucoup ici de visiteurs pour faire visiter justement le Sénat. Et à chaque fois, les visiteurs me disent merci d'être le contre-pouvoir. Ils se sont rendus compte de l'utilité du Sénat grâce à cette affaire Benalla. Donc c'est vrai que, pour le coup, c'est pas politique, mais on voit bien que institutionnellement, le Sénat sert encore à quelque chose et cette affaire le démontre. Philippe Dallier, je suppose que vous allez abonder dans le même sens, mais c'est vrai que certains se posaient la question de l'utilité du Sénat. On l'a même vu dans un certain nombre de demandes de certains gilets jaunes. Est-ce que vous jugez que l'affaire Benalla a pu tout de même vraiment renverser la vapeur sur ce sujet? Ce n'est pas que l'affaire Benalla. Je crois que ça fait un moment que le Sénat, si je puis dire, a repris du poil de la bête sous l'impulsion de Gérard Larcher. Et s'il y a 2 chambres dans le Parlement français, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de grandes démocraties, on oublie souvent de le dire, même si l'organisation n'est pas la même en Allemagne ou aux États-Unis, qui sont des États fédéraux, dans beaucoup de grandes démocraties, il y a 2 chambres et il y a des raisons pour cela. Alors il y a ceux qui effectivement disent « Oh là là, il faut voter la loi de plus en plus vite, tout ça est trop long, avec une seule chambre, ça ira plus vite. » Très bien. Je ne suis pas du tout persuadé qu'avec une seule chambre, on produira de la loi de meilleure qualité. Et puis il y a ceux, effectivement, enfin on entendait M. Attal, là, mais il se prend pour qui, ce secrétaire d'État, qui vient nous dire « c'est pas au niveau ».
Mais franchement, d'abord, au nom de la séparation des pouvoirs, il pourrait mesurer ses propos, mais il se prend pour qui? Il ne supporte pas, et c'est un peu ce que cette affaire a révélé, il ne supporte pas l'idée que certains puissent ne pas être du même avis que la majorité. Mais c'est quand même grave pour le fonctionnement de notre démocratie. Alors peut-être qu'effectivement, certains ont oublié ce que c'est qu'une opposition, mais nous n'étions pas là dans une opposition, j'allais dire, politique, stérile et classique. Nous étions sur un point de droit particulier. Et si le Sénat, si le bureau du Sénat n'avait effectivement pas pris la décision de suivre la commission des lois, alors là, pour le coup, pour l'image du Sénat et pour l'image de la démocratie, je pense que ça aurait été très grave, parce qu'on aurait donné le sentiment que le Parlement se couchait devant l'exécutif, et ça, il n'en est pas question pour personne dans cette maison. Oui, Charlotte Hezin. Pour rebondir justement, quelle image se serait donné le Sénat s'il n'avait pas suivi les préconisations du président de la commission d'enquête? Et puis, quelle image s'est donnée le Sénat avec cette affaire Benalla, pour vous? Dans un premier temps, le Sénat est en fait sorti de l'image qu'on avait de lui, ou en tout cas qu'on a de lui depuis quelques années. Le Sénat a une image un peu feutrée, parfois un peu consensuelle, voire même un peu docile. Et là, on a l'impression que le Sénat fait un coup d'éclat, et donc on retient plus la forme que le fond. Dans les faits, c'est une décision qui, si elle est peut-être partisane, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas lieu d'être, et elle prend toute sa place dans une logique de commission d'enquête, puis de saisine du parquet, puis là, on va attendre simplement que la décision soit rendue. Donc le Sénat est dans son rôle, et dans son rôle de contre-pouvoir, on y était peut-être plus vraiment habitué. Sabine Janssen, le Sénat est dans son rôle de contre-pouvoir, et puis comment expliquer aussi que le Sénat soit autant attaqué pour vous ? Précisément parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de sénateurs de la République En Marche. Donc ils sont minoritaires. Et c'est vrai qu'ils espéraient sans doute faire mieux à l'automne dernier. Donc ils sont un peu dans une position, je dirais, défensive au Sénat, alors que par ailleurs, ils ont une majorité absolument écrasante à l'Assemblée nationale. Donc, le Sénat, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est le poil à gratter, voilà. Et ça fait un moment que ça dure. Et ça s'est aggravé, effectivement, avec l'affaire Benalla qui met... comme vous le disiez, très, très mal à l'aise la majorité depuis le début. Hein. Surtout que, souvenons-nous, ça a été traité d'affaire d'été et finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être plus une affaire d'État qu'une affaire d'été. Et je crois que les dysfonctionnements, malgré tout, qui sont soulignés par le rapport du Sénat sont de vrais dysfonctionnements. Il faut quand même s'interroger sur les chargés de mission à l'Élysée, sur ce que font effectivement tout ce personnel de cabinet. Et je crois qu'il faut contrôler ça de façon quand même plus rigoureuse. Xavier Iacovelli, cette affaire, elle s'inscrit dans un contexte, le contexte des débats qu'il y a autour de la révision constitutionnelle. C'est un sujet sur lequel l'exécutif et le Sénat ont été plutôt en désaccord. Est-ce que vous jugez que le dialogue peut être tout de même retissé avec le gouvernement sur ce sujet, malgré cette situation ? Moi, je pense que le président Larcher n'a jamais rompu le dialogue avec le gouvernement. Donc il faut juste que certains députés et sénateurs de la majorité puissent peut-être apaiser, baisser un peu la tension. Je parle de la majorité présidentielle et non pas la majorité sénatoriale. C'est vrai que lorsqu'on entend dans les couloirs, puisque c'est comme ça, on va supprimer le Sénat, si vous allez voir ce qui va se passer, on va faire un référendum pour supprimer... Enfin, je veux dire, on n'est pas à la hauteur, quoi. Encore une fois, on n'est pas dans une cour d'école. Donc je pense qu'il est important de remettre du calme dans nos relations et de regarder, parce que bizarrement, on en parlait tout à l'heure en dehors du plateau, mais j'entends aussi pas mal de députés de la majorité qui se rendent compte que la proximité avec les citoyens, c'est peut-être pas mal, et que la réforme constitutionnelle qui vise à réduire le nombre de parlementaires dans un contexte anti-parlementarisme organisé par l'exécutif depuis le début du mandat. Alors qu'on a besoin de proximité, ça fait jour avec tout le mouvement des Gilets jaunes, etc. C'est ce on se rend compte des besoins aussi de la proximité entre les élus et les citoyens. Si on réduit le nombre de parlementaires, on enlève cette proximité. Et donc cette déconnexion des parlementaires du terrain, elle va s'accentuer si effectivement on avait déjà la déconnexion due au non-cumul des mandats, et c'est un débat qu'on a eu précédemment, mais je pense que si on réduit, ça sera encore pire. Sabine Janssen ? Oui, je pense que l'affaire va quand même un peu dégonfler. Hein. Le parquet disposera. Certes, le Sénat a proposé, mais le parquet va disposer. On revient à la question du début, crispation, simple crispation ou réelle crise. Là, on est, je crois, un peu quand même aussi dans la gesticulation. Tout ça va s'apaiser. Il faudra bien se mettre autour d'une table pour faire un compromis si on veut qu'une révision constitutionnelle ait lieu. Philippe Dallier, la baudruche, elle est tout de même un peu en train de se dégonfler. Mais le dialogue sur la réforme constitutionnelle, il reste tout de même difficile.
Mais écoutez, nous verrons quand le président de la République remettra le sujet sur la table, puisque la crise des Gilets jaunes a fait que tout cela a été mis en sommeil. Mais je pense malgré tout, et c'est surtout la crise des Gilets jaunes qui va changer la donne, à mon avis. Le président de la République a commencé ce quinquennat. Vous savez, il y avait Jupiter et le reste du monde. Tous les autres, les élus locaux, les parlementaires, les syndicats, tout ça était bon à remiser au rayon du vieux monde et de l'ancien monde. Je crois que la crise des Gilets jaunes va peut-être remettre un peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire que le président de la République s'est rendu compte qu'il avait peut-être besoin des élus locaux. Maintenant, il court après les maires, après les avoir fustigés à l'automne. Je pense qu'il se rend compte également qu'il a aussi besoin, probablement, d'un Sénat qui joue pleinement son rôle. Et maintenant, comme l'a rappelé mon collègue, certains députés s'inquiètent en se disant « mais si on réduit de manière trop forte le nombre de parlementaires, comment allons-nous faire notre boulot de terrain ?» C'est vrai que quand il n'y aurait plus qu'un député et un sénateur dans la moitié des départements français, vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'éloignement. Donc je pense que toute cette affaire est en train de mûrir et peut-être qu'à l'arrivée, les solutions seront différentes de ce qui avait été imaginé au départ à l'Élysée et par cette majorité. Et ça ne sera peut-être pas plus mal. Charlotte Euzin, vous jugez que ce qui se dégage également de la crise des Gilets jaunes, c'est ce besoin de proximité, de retisser le lien avec les élus, et c'est peut-être là l'un des rôles que peut jouer le Sénat? Tout à fait. Cette crise des Gilets jaunes, elle a été porteuse d'une très forte charge émotionnelle qui ne s'est pas dégonflée et qu'on a retrouvé pendant l'acte 19 et qu'on retrouve là dans cette crise Sénat-Élysée. Et c'est vrai que tout comme les ministres se sont vraiment emparés du sujet, sont allés sur le terrain, on parlait d'agriculture, on parlait de jeunesse, on parlait d'outre-mer, le Sénat a vraiment un rôle de liant très important au sein de notre démocratie et peut jouer vraiment un rôle de lien entre le peuple et l'exécutif. Et là aussi, c'est simplement une question, il faut voir où est-ce qu'on place le curseur et quelle place on laisse prendre au Sénat pour prendre sa part dans la résolution de cette crise. Sabine Janssen, quelle peut être la place du Sénat dans la résolution de la crise des Gilets jaunes? Je crois qu'il peut jouer un rôle très important parce qu'il a cette expérience et cette compétence en matière de collectivité territoriale. Et n'oublions pas quand même que le bras de fer entre De Gaulle et le Sénat s'est terminé par le départ de De Gaulle en 69. Finalement, les Français ont voté pour le maintien du Sénat. Donc il faudrait peut-être qu'Emmanuel Macron en tire aussi quelques réflexions, quelques conclusions. Xavier Iacovelli, d'ailleurs, lors de son déplacement, Gérard Larcher a rapidement dit qu'il fallait sortir de cette crise institutionnelle. Et il a rappelé d'ailleurs les propositions du groupe de travail sénatorial pour réhabiliter le droit de pétition, pour revoir les règles du référendum d'initiative partagée. C'est comme ça qu'on peut aussi sortir par le haut de cette crise? Bien sûr, c'est avec des propositions. Et le Sénat en a toujours fait, quelles que soient les étiquettes politiques des groupes qui la composent. Donc je pense qu'effectivement, c'est en faisant des propositions sur cette réforme constitutionnelle. Mais c'est aussi, et là, je veux dire, c'est un peu le rôle aussi de chaque sénateur, c'est de communiquer à l'extérieur sur notre action. On a tendance, en tant que sénateur, à communiquer seulement auprès des maires, auprès des élus locaux. Et du coup, on se coupe un peu des citoyens et des administrés. Et donc, c'est vrai que moi, dès le départ, je me suis dit, il faut aller communiquer auprès des administrés de mon département. Et donc, on voit la différence. Et les gens ne savent pas ce que c'est, le Sénat. En fait, ils connaissent le Sénat par le nom, mais ils ne savent pas vraiment on a les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, qu'on fait la loi, et que pour faire la loi, il faut aussi avoir cette proximité de terrain pour voir l'impact que ça peut avoir sur nos territoires. Et donc ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que parlementaire de maintenir ce lien avec le terrain et nos administrés. Philippe Dallier, est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier Iacovelli? Le Sénat, le travail, le rôle du Sénat est encore trop méconnu? Trop méconnu, certainement, mais les choses progressent, les choses évoluent dans le bon sens. Vous voyez, même avec l'affaire Benalla, on entend certaines personnes qui disent « Ah, ils n'ont que cela à faire ». On a l'impression que les gens, du coup, se focalisent sur quelque chose de très médiatique et ne se rendent pas forcément compte de l'ensemble du travail. Je n'en ai pas entendu beaucoup dire cela. Voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est effectivement, nous travaillons sur les textes de loi de la même manière que les députés. Certes, j'allais dire, au bout du compte, les députés gardent la décision si jamais on ne se met pas d'accord. Ils ont le dernier mot. Mais ceci étant dit, nous faisons le même travail. Mais il y a surtout le travail de contrôle de l'action du gouvernement. Et ça, c'est un travail très important, médiatisé et mis en avant. Et ce travail est très important également. Et le rôle du contre-pouvoir dans ce cas-là est très important pour une démocratie comme la nôtre. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je ne sais pas comment le président de la République compte sortir de cette crise des Gilets jaunes. Il ne pourra pas en sortir uniquement, j'allais dire, en proposant des dispositions d'ordre institutionnel. On sent
sent effectivement que notre démocratie représentative, je rappelle que Churchill disait que c'était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, et c'est bien sur ce modèle-là que nous devons rester, il va falloir la faire respirer un peu. De quelle manière et comment le Sénat pourrait y contribuer, ça c'est une vraie question. Mais il y a aussi tout le volet pouvoir d'achat qui compte à mon avis énormément, et ça c'est un sujet sur lequel les Français attendent le président de la République au tournant, et pour tout vous dire, je ne vois pas très bien de quelle marge de manœuvre il va disposer. Très rapidement, oui, juste la démocratie représentative, je pense qu'elle peut aussi s'appuyer sur la démocratie participative, et c'est peut-être qu'on a oublié de ces dernières années. Et je pense que le grand débat, qui est aujourd'hui un palliatif en fait à la crise, devrait être justement quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et je pense que demander l'avis des citoyens, les associer, les co-construire les lois et les règlements, je pense que c'est aussi important pour l'avenir. Sabine Janssen, comment faire respirer la démocratie? Mais je pense que les questions institutionnelles n'occupent quand même pas une part vraiment importante des préoccupations des Français dans le grand débat, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu, on a vu sur le vote blanc, sur la proportionnelle, il y a des demandes. Il y a des demandes de participation de facto, on le voit, si les gens descendent dans la rue, c'est qu'effectivement ils ne veulent pas avoir un pouvoir hyper vertical, ils ne veulent plus d'un pouvoir jupitérien. Il faut trouver les moyens, comme l'a proposé d'ailleurs le Sénat, mais d'autres aussi, d'associer davantage les citoyens. Mais je crois qu'il ne faut pas renverser la table. Voilà, il faut simplement, avec des mesures de bon sens, essayer de davantage associer les citoyens français à la décision. Bien, ne pas renverser la table, des mesures de bon sens, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Sabine Janssen, merci Philippe Dallier, merci Charlotte Zim, merci beaucoup Xavier Iacovelli d'être venu sur ce plateau. Le grand débat touche donc à sa fin. Samedi dernier, 70 jeunes entre 18 et 25 ans tirés au sort ont planché sur les 4 thèmes du grand débat national. C'était la seule rencontre citoyenne constituée uniquement de jeunes à Aix-en-Provence. Ils sont venus d'ailleurs de toute la France. Reportage d'Alizé Boissin et de Samia Dechir. Ils ont reçu un simple SMS. La plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu parler du grand débat national avant d'avoir été invités à cette conférence nationale citoyenne. 70 participants de 18 à 25 ans venus de toute la France ont accepté de débattre pendant 2 jours près de Aix-en-Provence. Parmi les thèmes proposés du débat, un fait consensus, celui de la transition écologique. Après avoir confronté leurs idées, les jeunes font des propositions pour faire avancer la société. C'est-à-dire que dans le bloc de constitutionnalité, il y a tout un tas d'articles qui sont pour l'écologie, pour la transition écologique, mais qui n'ont pas force normative. C'est-à-dire que, grosso modo, si on ne les applique pas, il n'y a aucune conséquence. Donc nous, notre but, ça serait justement que des conséquences contraignantes viennent vraiment imposer les grands groupes et l'État à agir sur la transition écologique. On a eu l'idée du parcours climat. Donc en fait, ça nous est venu en voyant le parcours citoyenneté qui existe déjà, qui est tout au long du parcours scolaire pour s'initier à l'éducation civique, aux institutions de la France. On a voulu partir de ce constat et se dire pourquoi pas faire ça pour l'environnement. Du coup, l'idée c'est dès l'école primaire, voire l'école maternelle, proposer dans les différents enseignements qu'on peut avoir, que ce soit en sciences, que ce soit en lettres ou en histoire, des liens avec l'environnement, avec l'état du climat actuel. Jean-Paul Bailly, l'un des 5 garants à observer les échanges et s'enthousiasme de leur engagement. Je trouve les jeunes très optimistes par rapport au contexte que l'on vit et aussi très ouverts. Ils sont clairement beaucoup plus inspirés que les plus âgés sur la problématique de la transition énergétique ou écologique. Ils n'aiment pas le mot de transition d'ailleurs, ils veulent vraiment construire un monde durable plus écologique et là-dessus ils sont plus à l'aise. Soumise à un vote des participants, l'instauration d'un cadre légal et contraignant pour la transition écologique recueille les honneurs et se place comme la proposition jugée la plus urgente. La restitution au gouvernement aura lieu courant avril. Faut-il toucher à l'âge légal de départ à la retraite? Cette question agite la majorité. Agnès Buzyn a dit oui, puis non. Le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye est catégorique, c'est non. Alors quelle réforme se prépare derrière cette cacophonie gouvernementale? Jérôme Rabier. Certains membres du gouvernement avaient lancé des ballons d'essai. Agnès Buzyn et Gérald Darmanin évoquant un allongement de la durée du travail, provoquant une levée de boucliers. Mais rapidement, Jean-Paul Delevoye, en charge de la réforme, et Édouard Philippe ont refermé cette option inflammable en plein contexte de tension sociale. Dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question, le haut-commissaire l'a dit, dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. C'est la première partie
c'est la première partie de votre question à laquelle je veux apporter une réponse. Si l'âge de départ ne bougera pas, la réforme est pourtant plus que jamais d'actualité. Le candidat Emmanuel Macron avait promis plusieurs changements. D'abord un grand coup de balai dans les 42 régimes de retraite, avec comme objectif un même système pour tous. Mais surtout un choc de simplification en abandonnant le système par répartition au profit d'un système par points. Dans l'idée, chaque euro cotisé donnerait droit au même montant. Mais pour l'opposition de droite, il est illusoire de promettre un maintien de pension avec le même âge de départ à la retraite, qu'il faut donc repousser. On voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle on peut partir en retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Dans l'attente d'une réforme, le gouvernement a pour l'instant opté pour la non-indexation des retraites sur l'inflation cette année, ce qui a permis une économie de 1,8 milliard d'euros, une solution temporaire qui devra être réglée plus durablement par la future réforme des retraites. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard. Vous êtes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, que pensez-vous de cette cacophonie gouvernementale, notamment autour de l'âge légal de départ à la retraite ? C'est-à-dire qu'on connaît bien leur finalité, ils essaient d'enrober ça dans un discours rassurant avant les élections européennes, et puis il y a des ministres qui vendent la mèche. La réalité, c'est quand Mme Buzyn dit on va retarder l'âge de départ en retraite, c'est au fond ce que veut faire le gouvernement. Simplement, il va essayer de ne pas trop bouger l'âge légal de départ en retraite, mais les conditions qui vont vous permettre d'avoir une retraite permettant de vivre vont faire que de toute façon, vous ne pourrez pas partir à l'âge légal de la retraite. Et le système de la retraite par points, qui nous est vendu comme étant un système de justice, de simplification, parce qu'on a beaucoup de régimes, et c'est vrai qu'il faudrait simplifier nos régimes, mais c'est possible autrement. C'est en fait un changement structurel. Ça veut dire que nos retraites seront décidées. D'abord, c'est injuste parce que ceux qui auront du temps partiel, qui n'auront eu des années de chômage et auront un nombre de points nettement plus bas que les autres, alors que notre système actuel réduit un peu ces inégalités. Et puis surtout, le point, il sera décidé par le Parlement chaque année. C'est-à-dire vos points pourront baisser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Suède quand il y a eu la crise financière. Alors que notre système par répartition actuelle, il est lié au niveau des salaires qu'on a eus. Alors il peut y avoir, on peut renier les retraites. C'est ce que fait le gouvernement en ne l'actualisant pas. Mais on ne peut pas avoir des chutes brutales de retraite. Or, je rappelle que quand les gens partent en retraite, ils n'ont plus beaucoup de capacité de rebond. Ils n'ont plus le choix. Ils sont retraités pour la plupart d'entre eux. Et puis on voit dernière chose, c'est globalement la précarisation de toute la société. Travail plus précaire, retraite devenue précaire, et par ailleurs on vous dit c'est pas grave, vous allez pouvoir quand même cumuler emploi-retraite. Pendant ce temps-là, il y a des millions de jeunes qui ont besoin de trouver un travail. Franchement, c'est pas la bonne voie d'avenir. Alors justement, il y a quand même une réalité, les Français vont vivre de plus en plus longtemps. Comment on prend en compte cette réalité dans la réforme des retraites ? D'abord, comme les Français vivent de plus en plus longtemps, ils produisent aussi de plus en plus de richesses. Il y a ce qu'on appelle des gains de compétitivité, des gains de productivité. Donc tout l'enjeu de la question des retraites, c'est d'abord de savoir qui cotise. Est-ce qu'on fait payer toutes celles et tous ceux qui devraient payer pour la solidarité nationale? Je vous rappelle que la grande mode aujourd'hui, c'est de mettre des heures supplémentaires défiscalisées, c'est de mettre des primes pour ne pas augmenter les salaires, etc. etc. Donc il est premièrement indispensable que la cotisation retraite, et là ça suppose qu'on repense aussi l'ensemble du système de cotisation sociale, mais au moins la retraite et le chômage doivent être adossés aux richesses produites dans l'entreprise. Il faut qu'on ait toutes celles et tous ceux qui doivent cotiser, qui le fassent. Et ensuite, on a un système de déplafonnement. C'est-à-dire, arrivé à un certain niveau de salaire, la cotisation n'est plus progressive. Et il faut en tout cas qu'on ait elle est plafonnée, pardon. Il faut qu'on ait un système plus juste qui fasse contribuer tout le monde. Et troisièmement, il faut de la croissance. Et si les jeunes travaillent plutôt que les personnes retraitées, ils produisent aussi de la richesse. Donc cette croissance permet de soutenir le financement de notre protection sociale. Mais tout le système s'enraye à l'envers. On réduit le pouvoir d'achat, on réduit le niveau des retraites, on a moins de croissance, on a des problèmes de financement et on recule encore socialement. Il faut inverser le mouvement et revenir
revenir vers une idée progrès, amélioration progrès, justice sociale, amélioration de la protection sociale. D'accord, c'est tout un cercle vicieux qu'il faut inverser. Absolument. Très bien. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. Alors, quelle réforme prépare le gouvernement? Faut-il toucher à l'âge légal de départ à la retraite? Faut-il indexer les pensions de retraite sur les salaires plutôt que sur l'inflation? C'est l'objet du deuxième débat de Sénat 360. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Audrey Rhin. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Également, à mes côtés, Caroline Young. Bonjour. Vous êtes présidente d'Expert Connect, une entreprise qui facilite le travail des retraités. Également sur ce plateau, Hervé Boulol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Merci d'être avec nous. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Régis Meza-Salma. Vous êtes conseiller confédéral en charge des retraites à la CGT. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a entendu, il y a une forme de cacophonie au sein même du gouvernement entre Agnès Buzyn, qui avait d'abord déclaré qu'il fallait repousser l'âge légal de départ à la retraite, puis Jean-Paul, qui l'a d'abord dit, qui ensuite a reculé, Jean-Paul Delevoye qui dit ce week-end, eh bien non, ça restera à 62 ans. On ne sait plus du tout où on en est, Régis Meza-Salma. Alors, on n'a pas su où on allait à un petit moment. Donc, M. Delevoye a recentré les choses la semaine dernière à plusieurs occasions, puisqu'à chaque fois que M. Delevoye revenait sur les engagements du 10 octobre, il y avait un nouveau couac gouvernemental. Donc, le sujet étant que M. Delevoye nous annonce que de sa réforme, ce sera un droit à l'ouverture à 62 ans. On ne sait pas non plus ce que sera le débat parlementaire lors de l'examen de la loi. Mais que ce qu'on a bien compris dans ce qu'il nous dit, c'est que même s'il maintient un départ à 62 ans, tout va être fait pour inciter, pour ne pas dire obliger, les Français à travailler plus longtemps au-delà. Audrey Rhin, votre réaction déjà tout d'abord à cette réforme où on sent que c'est assez compliqué, qu'il y a une certaine cacophonie et qu'on marche sur des œufs. Alors, ce qui est important de souligner, et vous l'avez un peu fait, c'est qu'il faut distinguer deux choses. L'âge légal de départ en retraite, qui est à 62 ans actuellement, et l'âge effectif auquel on va partir à la retraite. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, en fait, on va pouvoir garder cet âge légal de liquidation des droits, tout en décalant au fur et à mesure l'âge auquel on souhaite partir à la retraite. Et en fait, cet âge, il va dépendre de l'âge auquel on va accéder au taux plein. Parce que, a priori, l'équilibre du système de retraite, il va pouvoir être maintenu si on prend en compte l'allongement de l'espérance de vie. Et ça, une des possibilités, en fait, c'est d'augmenter l'âge auquel on peut partir à un taux plein. Et c'est une chose différente de l'âge légal de départ en retraite. Hervé Boulol, il faut bien faire la différence entre l'âge légal et l'âge effectif. Absolument. Et le point important, je crois, sur cette question, on est tous d'accord pour dire que la semaine dernière, il y a eu un flou dans la communication gouvernementale. Mais le point essentiel, tel que ça avait été présenté, c'est que ce n'est pas le sujet de la réforme. Ça pourrait l'être. Mais il se trouve que ce qui a été présenté, c'est que ce n'était pas le sujet. Et je crois qu'effectivement, il nous semble que le sujet principal, c'est la simplification du système de retraite, un mouvement vers plus d'équité et de lisibilité, et qu'il faut réunir toutes les forces pour que cette réforme ambitieuse voie le jour et débouche sur quelque chose d'important. Et donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Caroline Young. Oui, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie autour de l'âge de la retraite. Les syndicats, comme les politiques, sont extrêmement hypocrites par rapport à ça. Depuis le 1er janvier, les complémentaires, donc la GIRC, l'ARCO, qui sont gérés par les syndicats et le patronat, ont interdit le départ à la retraite avant 67 ans sans pénalité. Donc aujourd'hui, tout est en place pour qu'on soit déjà à 67 ans. On est dans un système où on partira à la retraite sans décote et de manière à peu près correcte. On ne partira pas avant 67 ans à la retraite. Oui. Je suis désolé de réagir, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 67 ans, c'est indépendamment de la durée de cotisation. Si aujourd'hui, on a dans le secteur privé une durée de cotisation dans le futur qui sera de 43 ans à partir de 2035-2040, on pourra partir à la retraite à taux plein dans le régime général
pour la complémentaire Agirc-Arrco, il faut travailler une année de plus. Mais donc ça fait, disons, 43 plus 1, 44 ans. Ça peut être atteint bien avant 67 ans, selon les cas de carrière, de début de carrière notamment. Régis Meza-Salma, vous voulez réagir? Oui, parce que la CGT s'est opposée à ce qui s'est fait au niveau de l'Agirc-Arrco, puisqu'on a dénoncé l'accord qui a été signé, puisqu'il n'était pas unanime, et y compris l'introduction d'un âge pivot qui oblige, je le disais tout à l'heure, ça oblige les gens à partir plus tard uniquement en jouant sur la valeur de leur pension. Et en fait, le vrai sujet derrière la question de l'âge, c'est le montant. C'est ce que les gens veulent savoir. Madame parlait tout à l'heure du taux plein. C'est la question du montant. Et le système à points que nous prépare M. Delevoye fait disparaître totalement la notion de taux plein, ce qui fait que les gens découvriront au dernier moment, ou presque, puisque selon la valeur du point, avec combien ils partiront, et c'est ce qui les incitera ou pas à liquider leurs droits. On va parler dans un instant de l'ensemble de la réforme et notamment de la question de la retraite par points. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Éric Woerth, qui a été l'un des artisans de l'une des réformes des retraites qu'il y a eu. Il était l'invité de notre matinale ce matin. Il est intervenu sur l'âge légal de départ à la retraite, mais pas seulement. Écoutez. On voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle on peut partir en retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Et la vraie injustice aujourd'hui, c'est les régimes spéciaux. La vraie injustice, quand le président de la République dit « je veux combattre toutes les injustices », mais d'abord, on le fait d'abord depuis bien longtemps. Mais la véritable injustice, c'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent extrêmement tôt, bien plus tôt que les autres. Ça, c'est super injuste s'il n'y a pas de raison très objective de le faire et pas des raisons historiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Rhin? Donc, il parle également de la question des régimes spéciaux de retraite. Alors, c'est vrai que la réforme, c'est sûrement l'opportunité de mettre un peu à plat certains systèmes. Ensuite, il faut que ce soit fait, je pense vraiment en accord dans le débat avec les partenaires sociaux, et ça, il faut s'en assurer. On peut comprendre en même temps la crainte en fait, des personnes qui sont concernées actuellement d'y perdre finalement. Donc je pense que le mot-clé, en l'occurrence, c'est vraiment le débat avant de mettre à plat, parce qu'on peut aussi penser que pour des questions de lisibilité, c'est important de faire un système unique où tout le monde comprendrait peut-être de façon transparente ce qu'il va gagner en pension plus tard. Hervé Boulol, comment est-ce que vous jugez la situation des retraités français aujourd'hui en France si on les compare à nos voisins européens? Aujourd'hui, le système français offre une très bonne protection sociale, que ça soit dans les revenus moyens des gens, mais au-delà de la moyenne, même sur les situations de vulnérabilité. Alors, on fait jamais assez de ce point de vue-là, mais ce qu'on mesure, c'est le taux de pauvreté relatif. Et la France se situe parmi vraiment les très bons élèves de l'OCDE. Donc, à la fois sur la moyenne et sur les questions de vulnérabilité. Donc, ça fonctionne très bien. Juste sur 2 mots. Pourquoi tout changer? Parce qu'il y a un problème de simplification, de lisibilité, et parce qu'on offre une bonne protection sociale, mais avec une durée passée à la retraite qui est record dans les pays de l'OCDE. Donc, aujourd'hui, ça coûte très cher, bien évidemment. Donc ça pose question. Mais par rapport au sujet dont on parle ici, de l'âge, si vous parlez de l'âge de la retraite, la question essentielle, évidemment, c'est celle de l'allongement de la durée de vie. Aujourd'hui, à 65 ans, une femme, en moyenne, vit 25 ans, un homme, 21, 22 ans. On imagine bien que si demain, l'espérance de vie va jusqu'à 100, 110 ans, on ne va pas pouvoir garder 62 ans comme un âge minimum. Mais encore une fois, le point essentiel, c'est que ce n'est pas le sujet de la réforme. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Qu'à un moment donné, il fasse faire évoluer les paramètres, et notamment les lier avec l'espérance de vie, oui, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Régis Meza-Salma, on est déjà dans un bon système si on le compare à nos voisins européens, mais il va falloir le faire évoluer pour des raisons démographiques et puis pour que le système tienne. Alors, pour nous, la situation actuelle en France, comparée aux autres pays européens, ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt une chance. Donc, appuyons-nous sur la situation dans laquelle on est. Si on est mieux que les autres pays, pour vous. Pourquoi nous aligner sur ce qui se fait dans les autres pays où on avait vu les différentes réformes lorsqu'on a introduit des systèmes à points qui ont fait baisser le niveau des pensions? Nous, en France, on a
un système qui marche plutôt pas mal. Il a des imperfections, il a des choses qui nécessitent d'être corrigées. Donc nous, on est plutôt pour mettre ces questions-là sur la table. J'entendais M. Wörth, dans votre sujet, parler des régimes spéciaux comme à chaque fois, mais le vrai problème qu'il n'aborde pas, c'est la question de la pénibilité. On va prendre une aide-soignante aujourd'hui en France, il y en a qui sont dans le privé, d'autres dans le public. Elles font le même métier et elles ne partent pas avec les mêmes conditions d'ouverture des droits, uniquement par rapport à une question de régime, mais parce qu'on ne regarde pas la pénibilité. Et franchement, aujourd'hui, la logique, ce serait plutôt de dire que les personnes qui sont en métier pénible, et la CGT fait des propositions là-dessus, doivent partir de façon anticipée. Si on touche à l'âge de départ, mécaniquement, ça va avoir des impacts sur les secteurs en pénibilité. Ça va obliger les gens qui sont en souffrance, en incapacité, à partir avec rien ou à travailler en étant cassés et usés au travail. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. Caroline Young. Le challenge, c'est l'équilibre financier du système. On a un système qui est formidable, qui est généreux, avec des retraités qui ont un très bon niveau de vie. C'est la pérennité du système dont on parle. Alors, clairement, on n'a pas mis l'accent sur cette réforme, sur l'équilibre financier. On met déjà, M. Delevoye essaye de mettre un socle commun à tout le monde, avec une simplification, un système à points universel, sortir des bénéfices de certains et des désavantages de certains autres. Et il faut évoluer pour mettre une base saine. Ensuite, on pourra faire évoluer le système qui garantira une pérennité du système de retraite et un financement possible. Vous avez évoqué aujourd'hui la retraite en France, c'est 26 ans en moyenne de retraite. C'est-à-dire que c'est l'équivalent du moment où on est au moment auquel on rentre sur le marché du travail. C'est absolument gigantesque. Tout le monde n'a pas le souhait non plus de rester les bras ballants en percevant des pensions de retraite. On va poursuivre le débat, mais tout de suite, nous allons rejoindre Alexandre Poussard. Vous êtes salle des conférences pour une nouvelle réaction, celle de Catherine Deroche, sénatrice Les Républicains de Maine-et-Loire, toujours sur cette question des retraites. Oui, Catherine Deroche, que pensez-vous de la cacophonie qui règne au sein du gouvernement à propos de l'âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans ? Alors, cette cacophonie, elle fait suite à une cacophonie fiscale. Ce n'est pas le seul sujet, parce qu'on entend tout et son contraire. C'est un peu le concours l'épine des taxes. Néanmoins, c'est vrai que sur l'âge légal, il y a eu une promesse du président Macron de ne pas toucher à l'âge légal de 62 ans, mais aussi des déclarations qui ont laissé penser que ce n'était plus aussi clair que cela et aussi définitif. Mais ce que j'ai vu ce matin et au week-end, c'est que M. Delevoye est resté sur cette position. On attend de voir ce que cela va donner. L'âge légal, certes, il peut rester à 62 ans, mais si les pensions sont ridiculement basses et si la valeur du point fait que les gens sont contraints de travailler plus longtemps pour avoir une pension décente, ce sera un marché de dupes. D'accord, donc pour vous le gouvernement est en train de tromper les Français parce qu'il faudra travailler plus longtemps ? Pour nous, on a toujours dit, c'est toujours la position de notre groupe, qu'il faudrait travailler plus longtemps parce qu'il y a 3 leviers, c'est le niveau des pensions, le niveau des cotisations et la durée du travail. Si on veut garder un niveau de pension correct, si on veut que les cotisations ne soient pas trop élevées, on voit quand même les coûts qui ont été donnés au pouvoir d'achat des retraités depuis 2 ans. C'est clair qu'il faudra travailler plus longtemps à une période où la durée de vie est plus longue qu'autrefois et la possibilité de travailler au-delà d'un certain âge est tout à fait jouable. Donc oui, on a toujours été favorable à un allongement de la durée du travail. Pour vous, il faut aller jusqu'à 65 ans comme dans d'autres pays ? Alors 65 ans, c'est en effet le cas de beaucoup de pays européens. Il y a même des pays où on va encore plus loin. On passerait déjà à 65 ans. Je pense que 65 ans, c'est un seuil qui peut être celui que nous retiendrions. On peut le faire de façon aussi progressive. Mais il est clair que tenir 62 ans, ce sera un marché de dupes. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette réforme des retraites du gouvernement qui vise à simplifier tous les régimes existants ? C'est vrai que sur le papier, on l'a souvent dit, nous aussi, le régime est trop compliqué, il y a trop de régimes spéciaux, il y a des spécificités, il y a des disparités dans la solidarité selon la composition familiale, on l'a vu avec les pensions de reversion. Donc il est clair que c'est satisfaisant et assez séduisant. Nous-mêmes, nous l'avions toujours dit à la Commission des affaires sociales, qu'un système systémique avec
avec pour 1 euro cotisé, les mêmes droits. On se rend compte, et René-Paul Savary, qui gère ce dossier au sein de la Commission des affaires sociales avec M. Van Lerenberg, l'ont dit, ce n'est pas aussi séduisant peut-être et aussi simple que cela. Néanmoins, il faut tendre en effet à une convergence maximale entre public et privé, entre les différents régimes de retraite, mais on aura du mal à arriver à vraiment une égalité totale et une similitude parfaite. Il faut tendre vers l'égalité. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée de récompenser le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite, comme le propose Jean-Paul Delevoye ? Moi, j'y suis favorable. On l'a toujours dit à la Commission des affaires sociales, notamment concernant les médecins. Les médecins retraités, lorsqu'ils liquident leur retraite, ils peuvent continuer à accumuler emploi-retraite, mais ils le font en maintenant des cotisations à la caisse de retraite assez élevées. Et qui sont dissuasifs parce que comme ils ne gagnent pas de points de retraite, beaucoup ne font pas ce cumul emploi-retraite et on sait que c'est en matière de santé, en matière de médecins généralistes notamment ou de médecins spécialistes, une vraie solution. Donc moi j'y suis pour ma part très favorable. Très bien. Merci beaucoup Catherine Deroche d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Caroline Young, avec la sénatrice Catherine Deroche, Alexandre Poussard vient de parler de la question du cumul emploi-retraite. C'est d'ailleurs l'une des pistes de Jean-Paul Delevoye. Vous y êtes évidemment très favorable. C'est l'objet même de votre entreprise. Absolument. Donc le travail post-retraite, c'est important. C'est important pour le pays, pour sauvegarder les compétences clés. C'est important pour la société. Les retraités ont beaucoup de choses à apporter en continuant à travailler. Et puis, c'est important pour les individus retraités eux-mêmes, dont beaucoup souhaitent rester intégrés au marché du travail et transférer leurs compétences, continuer à aider les entreprises. Nous faisons travailler 1000 retraités par an sur toutes sortes de fonctions stratégiques pour l'industrie française. Et cette sauvegarde des compétences, elle est clé. Régis Meza-Salma, le problème, c'est aussi que les personnes qui cumulent emploi et retraite, c'est souvent parce que leur pension de retraite est beaucoup trop basse pour pouvoir vivre. Tout à fait, c'est exactement là le problème. Nous, on est pour un droit au départ, ça ne veut pas dire qu'on pousse les gens dehors. S'ils se sentent de continuer à travailler, rien ne les interdit de le faire. Par contre, pour nous, ce qui est dramatique, c'est d'avoir des personnes qui se retrouvent obligées, en étant à la retraite, de continuer à travailler parce qu'en fait, c'est leur pension qui ne suffit pas. Pour nous, le droit à pension doit permettre justement, avec un niveau de retraite décent, de vivre correctement sa retraite. Et on n'est pas pour obliger les gens à partir s'ils se sentent de continuer à travailler. Par contre, ceux qui n'en gagnent pas assez, ceux qui sont en situation de pénibilité, il faut le corriger. Et ça nécessite aussi de mettre de la solidarité. C'est un mot qui n'a pas été beaucoup employé par le... Hervé Boulal, je vous donne la parole dans un instant. Mais Caroline Young, tout d'abord, je vois que vous n'êtes absolument pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, les retraités qui travaillent ne le font que rarement pour des questions financières. La pension de retraite de quelqu'un qui a un salaire très faible est bien meilleure proportionnellement que pour un cadre. Donc aujourd'hui, les gens qui travaillent ne le font pas pour des raisons financières, ils le font parce qu'elles sont intéressées par le fait de continuer à participer à la société. En revanche, on peut imaginer que demain, il ne faut pas être naïf, on va vers un système où le système sera probablement un peu moins généreux et les gens devront continuer à travailler. Pour ce faire, il faut lever absolument dans cette réforme-là tous les freins qui ont été remis par le gouvernement Hollande sur le cumul emploi-retraite. Hervé Boulal. Oui, effectivement, là, en France, on a à peu près 400 000 personnes qui cumulent emploi-retraite et ce n'est pas des gens qui sont les plus défavorisés, loin de là. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'on a, pour le cumul emploi-retraite, les gens cotisent mais n'acquièrent pas de nouveaux droits. Et la France est dans une situation vraiment assez inédite dans l'OCDE. Nous, on a fait un chapitre spécial dans notre dernière publication du panorama des pensions en 2017 sur ces questions de flexibilité dans l'âge de la retraite. Donc il y a le cumul emploi-retraite qui ne donne pas de nouveaux droits. Et on a aussi des mécanismes qui s'appellent de retraite progressive, qui sont très compliqués, avec des objectifs qui ne sont pas clairs. Donc là-dessus, il faut effectivement faire avancer la situation en France. Audrey Rhin. Moi, ce que je voulais souligner peut-être, c'est j'ai l'impression qu'il faut quand même décorréler certaines questions. Effectivement, cette solidarité, c'est important de le mettre au cœur du système. Mais justement, il faut le décorréler. Je pense il y a le système qui est contributif, c'est à quoi ce que vous avez cotisé, à quoi ça vous donne droit. Ensuite, on a des mécanismes de solidarité qui sont faits pour compenser les inégalités dues aux inégalités de trajectoire salariale. Et en fait, une fois que ce système il est clairement défini et qui marche, moi, ça me semble cohérent, surtout dans un système à points où ce sera a priori plus facile de mettre ça en place, de dire si vous travaillez ensuite, c'est votre libre arbitre et ça vous donne, ça revalorise vos pensions ensuite. Oui, également
Jean-Paul Delevoye critique en partie l'indexation aujourd'hui des pensions de retraite sur l'inflation. Pour lui, c'est aussi facteur d'inéquité. Je voulais votre regard là-dessus. Juste d'abord réagir. Parce qu'effectivement, c'est un point important et c'était un des messages importants. Je crois que ce qui est important dans cette histoire de cumul emploi-retraite, c'est vraiment de dissocier totalement la cotisation et les droits à la retraite et le fait de travailler ou pas. Il n'y a pas de raison de mettre des obstacles au cumul. Après, sur la question de l'indexation, là, c'est compliqué parce que se mêlent ici des questions de finances publiques qui n'ont en réalité pas grand-chose à voir à la question du système de retraite. Le point important, pas grand-chose à voir dans les droits, dans la façon dont les droits sont accumulés. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des règles claires pour que les gens aient confiance dans le système. Il faut qu'il y ait le plus possible des ajustements qui soient des règles qui soient énoncées à l'avance et respectées. Plutôt que d'avoir des ajustements qui sont discrétionnaires. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Audrey Rhin, sur l'indexation, je voyais... Sur l'indexation des retraites, en fait, c'est assez compliqué à expliquer. Et en même temps, je pense que c'est important qu'on se rende compte et que les gens sachent qu'en fait, la désindexation des retraites, en 93, on a dit c'est plus indexé sur les salaires, mais sur l'inflation. Sur l'inflation, ouais. En fait, c'est la réforme qui, à terme, a le plus d'impact sur le niveau de pension des gens. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête. Or, en fait, personne n'est descendu dans la rue pour ça. Or, en fait, on aurait pu penser que c'est trop complexe à expliquer. On s'en rend pas compte. C'est une réforme qui est un peu passée. On l'a pas vraiment réalisée finalement. Oui, Salma, c'est une réforme qui a 30 ans. Aujourd'hui, on imagine qu'on pourrait revenir dessus. Quel pourrait être l'impact ? La CGT avait alerté sur ces questions. Et aujourd'hui, y compris, c'est justement, on l'avait dit, de désindexer parce que c'était les salaires portés au compte, de la désindexation, de passer du salaire moyen sur l'inflation, ça allait mécaniquement faire baisser les pensions. Et là où ça a été compliqué pour que les gens s'en rendent compte, c'est que c'était une réforme de longue haleine, c'est que les effets ne se faisaient sentir qu'au bout de quelques années, avec une génération ou deux qui partent en retraite. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui où on le voit avec les niveaux des pensions qui ont drastiquement baissé avec ce mécanisme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas hostile du coup à revenir sur une indexation justement sur les salaires ? Revenir sur les salaires, on n'y est pas fermé, loin de là. Là où on a un vrai sujet par rapport à ce qu'a annoncé M. Delevoye, c'est qu'en fait, il y aurait l'indexation du point, la valeur du point qui serait, elle, corrélée au salaire moyen. Par contre, le niveau des pensions, lui, serait sur le salaire moyen, mais auquel on appliquerait un coefficient plus ou moins fort de minoration sur les logiques d'équilibre du système, qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, quand on regarde un petit peu, c'est ce qui se fait en Suède sur la revalorisation des comptes notionnels, c'est le système suédois, et en fait, selon le coefficient qu'on met, on est plus ou moins proche de l'inflation, et en Suède, ils ont mis un coefficient qui les ramène à l'inflation. Donc ça revient au même. Et ça revient quasiment au même, surtout dans les exemples que nous a pris M. Delevoye. Il nous met un coefficient correcteur à 1,3, les Suédois ont mis 1,6. Ça fait un delta qui est vraiment très faible. Caroline Jung, sur l'indexation, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'il faut de toute façon conserver du pouvoir d'achat aux retraités. C'est un des objectifs de la réforme et le gouvernement cherche des pistes. C'était une des grandes réclamations des Gilets jaunes, c'est garder du pouvoir d'achat. Donc effectivement, il y a ces systèmes d'indexation. Il y a la possibilité de travailler après la retraite, de garder une activité professionnelle et rémunérée. Donc ce sont des très bonnes pistes. Nous, on est auditionnés demain dans le cadre de la commission du Sénat sur le travail des seniors et on va proposer des pistes exactement pour fournir du pouvoir d'achat aux personnes. Un mot juste pour conclure, il nous reste 1 minute, sur peut-être l'un des enjeux aussi des retraites, c'est la question de la dépendance. Audrey Rhin, c'est aussi là l'un des enjeux de cette réforme. Alors, la prise en charge de la dépendance. Ça l'est devenu, parce qu'initialement, on peut penser qu'une réforme des retraites, ça sert à réformer les retraites. Bon, on cherche à faire des économies, pourquoi pas. Et donc, c'est une logique, on peut comprendre tout à fait la logique d'aller piocher dans les retraites pour financer la dépendance. Après, ça brouille la lisibilité de la réforme qui était déjà pas évidente. Hervé Boulol, très rapidement. Il s'agit de 2 sujets totalement différents. On a l'impression que ça s'est un peu mélangé ces derniers temps. Oui, mais ce n'est pas très clair, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est de réaffirmer que l'objectif principal de la réforme, c'est de simplifier. La situation est éminemment complexe aujourd'hui. Les gens ont du mal à ajouter des trimestres, des points, parfois de l'épargne retraite. Donc il faut simplifier tout ça. Et c'est le message, et c'est le but essentiel de cette réforme. Et il faut essayer de faire en sorte que tout aille dans ce sens-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Hervé Boulol, merci Audrey Rhin, merci Régis Meza-Salma et merci beaucoup Caroline Young d'être venue sur ce plateau débattre de la réforme des retraites. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui consacré à l'industrie du luxe qui représente en France 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 600 000 emplois. Depuis de nombreuses années, la sénatrice Les Républicains de Paris, Catherine Dumas, défend ses métiers d'art et de savoir-faire traditionnels. Marie Brémaud l'a suivie au contact d'artisans d'excellence. Regardez. Au fond d'une cour parisienne, derrière cette porte, se cache en quelque sorte un trésor. Depuis 100 ans, les ateliers Midaven sont installés ici. On y travaille la laque, un savoir-faire d'exception qui se vend surtout à l'étranger. Ça part à Madrid. Ça s'en va à Doha. C'est très beau. Pérenniser cette activité, la soutenir, la sénatrice Catherine Dumas rencontre souvent la chef d'entreprise Anne Midaven qui se bat au quotidien pour la survie de son atelier. On a la chance, grâce à Catherine, on a travaillé longtemps à créer le crédit d'impôt métier d'art. Ouais. Ce crédit d'impôt, on aimerait qu'il soit prolongé. Pour l'instant, il est limité en montant. Peut-être qu'on pourrait le réouvrir un peu plus pour des entreprises de moins de 50. Il y a un vrai travail à faire pour qu'on subsiste. Depuis des années, Catherine Dumas met à l'honneur ses métiers d'art, d'excellence et du luxe. Un combat qu'elle a dû expliquer auprès de certains de ses collègues dans l'hémicycle. Ça pouvait, aux yeux de certains, et quand je dis certains, collègues sénateurs, peut-être paraître un peu superficiel et en tout cas pas les sujets sérieux du Sénat. Et j'ai dû faire tout un travail pour expliquer combien c'était important, parce qu'en fait cela représente d'abord notre culture, hein, le patrimoine de notre pays. C'est un pan de l'économie très important, donc ce sont aussi beaucoup d'emplois, en plus des emplois non délocalisables, des emplois qui ont une grosse valeur ajoutée. Chapeliers, modistes, joailliers, plumassiers, ces vieilles maisons, ces petites mains qui font aussi la haute couture, auraient pu disparaître. La maison, le marié, c'est les plumes bien évidemment, mais c'est pas que les plumes, on fait beaucoup de fleurs. En 1996, Chanel décide de créer un groupement alors unique en son genre, par affection. C'était vraiment une volonté extraordinaire de la maison Chanel, c'est-à-dire de pérenniser des savoir-faire et de reprendre des maisons qui avaient un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y avait un portefeuille de commandes important, il y avait une vraie légitimité, un vrai savoir-faire unique, mais il n'y avait pas de successeur. Aujourd'hui, 27 maisons sont réunies dans ce groupement, mais elles gardent une grande liberté. Elles travaillent pour Chanel, mais également d'autres clients. On travaille avec des grandes maisons qui ont des services juridiques, qui nous envoient des contrats qui font 50 pages, qu'il faut lire, qu'il faut traduire, qu'il faut... Bon, ici, on était un atelier, quoi. Donc, si on n'est pas adossé à une maison comme Chanel qui nous apporte cette aide-là, eh ben, on laisse traîner, on perd le client, ça ne va pas. Pour toutes ces maisons et ces métiers d'art, l'avenir passe par la formation des plus jeunes. Si des partenariats avec certains lycées ont été passés, les formations à l'artisanat d'art restent rares et méconnues. Vous avez le diplôme de meilleur apprenti? Non, pas encore. Donc là, voilà, vous travaillez pour. Bon, mais alors on vous souhaite bonne chance. Bon. À la Haute École de Joaillerie, située à Paris, on a donc décidé de s'étendre sur le territoire. Une nécessité pour s'adapter aux besoins des professionnels. Il y a aussi des besoins dans les bassins d'emploi, tels que Reims, où il y a des entreprises de luxe qui sont installées, mais aussi des artisans et des petites entreprises. De la même façon dans le sud, donc nous allons ouvrir une antenne à Aix-en-Provence. Des formations sur mesure, encourager les vocations. Ici, ce sont aussi en quelque sorte les futurs ambassadeurs de la France que l'on forme. Tous ces jeunes qui vont être formés après portent nos valeurs d'artisanat d'art, ce que la France fait de meilleur et qu'on puisse le porter à travers le monde et puis surtout le faire perdurer. Et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous du lundi, sénateur à domicile. Et avec moi sur ce plateau, Catherine Dumas, bonjour. Sénatrice Les Républicains de Paris, vice-présidente de la Commission de la Culture. On vient de vous voir dans ce reportage de Marie Brémaud. Tout d'abord, ces industries d'art, du luxe, ce savoir-faire, tout cela, ça occupe une part essentielle dans l'identité culturelle de la France.
Oui, bien sûr. Les métiers d'art, ce sont 281 métiers qui sont répertoriés dans une nomenclature et qui sont répartis sur tout le territoire. Donc c'est très important, c'est le patrimoine de la France et la France est le seul pays à avoir autant de métiers d'art. Et c'est aussi un enjeu économique important, c'est 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 600 000 emplois. On ne s'en rend pas forcément toujours compte. Oui, tout à fait. D'abord parce que ce sont souvent des petites activités assez atomisées, réparties, comme je l'ai dit, dans toute la France. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais in fine, c'est énormément d'emplois. Ça participe aussi à l'industrie du luxe. Je rappelle, 150 milliards d'euros, y compris la distribution. 600 000 emplois, donc c'est très très fort, c'est un poids économique, ce sont des emplois aussi non délocalisables, comme j'aime le dire, qui restent sur notre territoire et sont des emplois à très forte valeur ajoutée. Il y a 10 ans, vous remettiez un rapport sur ces industries, vous faisiez 3 préconisations, encourager et généraliser l'innovation, améliorer la reconnaissance spécifique des métiers d'art et enfin préserver le patrimoine national constitué par ces métiers. Est-ce que ces préconisations, pour vous, elles sont toujours valables aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé sur ce que vous demandiez? Oui, alors c'est vrai que ce rapport a 10 ans. D'ailleurs, j'ai un collègue qui vient de rendre un autre rapport, mais dans d'autres directions. Beaucoup des préconisations que j'avais faites à l'époque ont été réalisées. D'ailleurs, grâce au ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, qui était très très sensible aux métiers d'art et qui m'a beaucoup aidée. C'est vrai que j'avais beaucoup insisté sur la reconnaissance de ces métiers. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a augmenté le nombre de diplômes. C'est très très important que l'on remette des diplômes parce que les jeunes sont fiers de travailler dans ces métiers. J'avais travaillé également sur l'évolution des métiers d'art et notamment l'innovation, le design, qu'on ne soit pas avec l'image de l'artisan dans un atelier poussiéreux, qu'on voit que le métier d'art, c'est aussi l'utilisation de méthodes nouvelles, c'est, j'aime bien le dire, la cohabitation entre le savoir-faire traditionnel, je parle souvent du ciseau à bois, mais aussi de l'ordinateur, par exemple. À quel problème aujourd'hui, pour vous, ces métiers doivent-ils encore faire face? Alors, il y a un problème de visibilité. Il faut que les métiers d'art soient encore mieux connus. C'est vrai que les jeunes qui sont en recherche de métiers, qui sont à l'école, ne connaissent pas toujours suffisamment ces métiers d'art. Et je pense que si on les faisait mieux connaître, on pourrait détecter, je dirais, des vocations, des passions, parce que ce sont des métiers de passion, très tôt, et on pourrait les diriger vers ces écoles. Catherine Dumas, nous sommes dans un contexte particulier, celui de la crise des Gilets jaunes, déjà depuis de nombreuses semaines en France. De quelle manière jugez-vous que cette crise a impacté bien justement cette industrie du luxe en France? On pense bien sûr au saccage, et il y a une dizaine de jours, des Champs-Élysées. Bien sûr, comme élue de Paris, je suis particulièrement sensible à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ça impacte énormément, notamment le tourisme à Paris. Tout récemment encore, j'ai rencontré des étrangers qui sont des gros acheteurs de métiers d'art et qui commandent énormément et qui disaient qu'ils ne venaient pas à Paris parce qu'ils avaient peur. On parle aussi de l'Asie, le président chinois est là, mais beaucoup d'Asiatiques n'osent pas venir en ce moment parce qu'en fait, nous avons l'image de la France pour tout à fait des images terribles qui défilent sur toutes les chaînes dans le monde et c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la France. Donc je souhaite que tout ceci s'arrange, qu'on trouve les solutions, que le président puisse enfin apporter des solutions pour qu'on sorte de ces images terribles que l'on voit chaque semaine. Est-ce que vous êtes satisfaite que les manifestations étaient interdites justement samedi dernier sur les Champs-Élysées? On a vu que tout de même les personnes ne revenaient pas pour autant sur les Champs-Élysées. Beaucoup de commerces ont dit on n'a pas eu tellement plus de monde pour autant. Oui, je pense qu'en effet, si ça s'est mieux passé, d'abord il faut que ça dure. Et puis, il y a une ambiance morose à Paris. Le climat n'est pas bon, les touristes donc ne sont pas là pour beaucoup d'entre eux. Et les Parisiens eux-mêmes d'ailleurs ont pris cette habitude de ne pas sortir le samedi. Donc il ne faut pas sous-estimer, au-delà de l'impact économique qui est terrible pour le commerce parisien. Ça a changé les habitudes pour complet. Il y a un impact psychologique très fort. Et c'est vrai qu'il y a une certaine tristesse dans Paris.
Pour finir sur une note un petit peu plus souriante, Catherine Dumas, où en êtes-vous de la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO de la baguette? On sait que c'est l'un de vos combats également. Exactement. Alors en effet, c'est une note plus souriante et surtout une note qui fédère, parce que le dossier de la baguette, c'est un dossier fédérateur de l'ensemble du territoire français, 35 000 boulangers, presque autant que de communes, donc des liens très importants avec le territoire. Alors c'est un dossier qui a été suivi par le président de la République. Il m'a assuré que la baguette serait reconnue, que la France présenterait ce dossier, donc ça ne va pas se faire cette année, mais la prochaine session, c'est un dossier qui devrait être présenté par la France. Eh bien, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup Catherine Dumas d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, ne manquez pas, On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée et à demain.